de l'économie est un petit peu au calme pour le moment, eh bien, je vais tout simplement essayer de vous relater les éléments qui se sont passés au cours de cette année, afin de faire le point, déjà, comme on est à la mi-année, et ainsi vous donner une idée de tous les points par où on est passé. Alors, le premier élément qu'on peut retenir de l'année 2025, c'est les bitcoins. En effet, à l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, eh bien, les bitcoins se sont envolés et on remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent ce type de crypto-monnaie. Ça représente à peu près sur le territoire français 12% de la population française qui a moins de 34 ans, eh bien, détiennent des bitcoins. Et on dit que dans 5 ans, eh bien, un tiers des Français détiendraient également ce type de crypto-monnaie. Donc, comme vous l'avez compris, eh bien, le crypto-monnaie, eh bien, ils ont le vent en poupe. Les gens investissent de plus en plus là-dedans. Or, il faut bien savoir que les crypto-monnaies, eh bien, ce ne sont pas des valeurs patrimoniales au sens propre du terme, mais ce sont en fait des bulles spéculatives. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de bulles spéculatives? Eh bien, parce que les gens veulent tout simplement, eh bien, c'est gagner de l'argent, et gagner de l'argent facilement et sans rien faire, c'est-à-dire se concentrer sur le court terme et pas sur le long terme. Ça semble évidemment facile, on gagne très rapidement de l'argent, mais on le perd également très vite et c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on parle de bulles spéculatives, de spéculation. C'est à différencier évidemment des actions. En effet, eh bien, les bitcoins, en fait, ça n'existe pas. C'est quelque chose d'immatériel, de créé électroniquement et ça ne peut pas être considéré comme un actif comme les actions. Ce n'est donc rien du tout, ce n'est que du vent et ça ne reflète qu'un jeu de spéculation, comme je viens de vous le dire, basé sur l'offre et de la demande. Et il faut bien retenir que l'offre qui correspond aux crypto-monnaies, eh bien, c'est limité à 21 millions. Et donc, on considère que cette rareté, eh bien, elle est organisée et donc spéculative et donc c'est fortement manipulé. Et du jour au lendemain, si vous n'êtes pas dans le bureau des initiés, eh bien, vous risquez de tout perdre parce que c'est quelque chose qui est contrôlé par quelques grands puissants et donc vous serez les désignés informés et donc vous risquez tout simplement de tout perdre. Et donc, si on doit dire ce qu'est finalement les crypto-monnaies, les crypto-monnaies, c'est tout simplement du vent. Si on fait la comparaison entre les actions et les crypto-monnaies, eh bien, il y a une grosse différence. Beaucoup diront que les crypto-monnaies, c'est l'évolution actuelle, mais ça ne repose sur rien, alors que les actions, eh bien, ça repose sur quelque chose. En effet, derrière les actions, eh bien, vous trouvez une entreprise. Et quand vous achetez des actions, eh bien, vous détenez une partie de l'entreprise. Vous savez ce qu'elle vend. Si on prend par exemple, je vais prendre un truc tout simple qui est connu partout dans le monde. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas moi, spéculose, eh bien, si vous allez sur l'entreprise, eh bien, vous savez qu'elle vend des biscuits, que derrière Spéculoos, eh bien, il y a Lotus Bakery, et Lotus Bakery, il fabrique des biscuits, des gaufres, des petits gâteaux individuels qu'on vend dans les magasins, et quand vous achetez cela, eh bien, derrière votre action, eh bien, vous avez l'entreprise avec son chiffre d'affaires, son matériel et tous ses bijoux de famille. Alors que dans les crypto-monnaies, eh bien, derrière les crypto-monnaies, eh bien, vous avez tout juste une offre de demande. C'est donc comme si on basait la crypto-monnaie, sa valeur, uniquement sur la croyance à vouloir avoir plus. Mais derrière la crypto-monnaie, il y a tout juste rien. Vous ne sauriez rien vendre pour avoir en retour ce que vous avez acheté. Ce qui n'est pas le cas d'une action, puisqu'au cas où les actions s'effondrent, mais encore quand même l'entreprise et vous êtes quand même propriétaire d'une partie, même si parfois, bien évidemment, on risque de tout perdre parce qu'on n'est pas prioritaire, mais théoriquement, eh bien, on détient une partie de l'entreprise. Alors, pour en revenir sur Trump, eh bien, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, vous savez qu'il a fait gonfler artificiellement les crypto-monnaies, mais celui-ci ne souhaite pas
remplacer le dollar par les bitcoins. Ce n'est pas son intention. Il veut continuer à garder sa domination et tout cela par l'intermédiaire du dollar. Et donc, nous avons donc commencé l'année avec l'explosion des crypto-monnaies par l'arrivée de Trump au pouvoir, qui pourtant, selon sa ligne de conduite, eh bien, il souhaite dominer, évidemment, la reprise de son pays et devenir finalement territorialement autosuffisant par eux-mêmes, mais il ne souhaite pas, même si c'est un adepte de la crypto-monnaie, faire de sa domination le Bitcoin comme le moyen d'y accéder. Il conserve donc le dollar comme moyen d'appuyer sa domination sur le monde et il va essayer évidemment de garder cette domination et de maintenir la force du dollar. Mais un peu avant nos vacances, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, les crypto-monnaies, c'était devenu plus une monnaie de contrebande, finalement une monnaie de trafiquants, et que c'était finalement fort utilisé à des fins illégales. Et on a également vu que ce n'était pas seulement au niveau des gros trafiquants, narcotrafiquants, etc., et les grands banditismes, mais que ça avait aussi une apparition plus ciblée, puisque ça touche spécifiquement la France pour le moment et pas les autres pays européens. Mais bon, il y aura sûrement des évasions lorsque cela sera un peu plus cadré et surveillé par les autorités. C'est la mexicanisation des infractions illégales sur le territoire français. Eh bien, les Mexicains se sont un peu spécialisés dans le phishing, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir à travers votre ordinateur si vous êtes un passionné de crypto-monnaie ou pas. Et s'ils voient que vous faites des transactions en crypto-monnaie, eh bien, un jour, vous risquez de voir venir une petite visite nocturne où ces personnes, eh bien, vont essayer de vous spolier ce que vous avez acquis en bitcoin et crypto-monnaie et à travers des coups, des menaces, etc. Il y a eu plusieurs cas qui se sont produits en France. C'est toujours en France que ça se produit. Peut-être sans doute, nous le verrons plus loin, suite à l'appauvrissement de la population française. Chacun essaye de retrouver un peu ses billes et on prend un peu n'importe quoi. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, eh bien, la crypto-monnaie semble être la solution pour récupérer l'argent perdu et avoir un petit bas de laine supplémentaire. Et donc, il y a de plus en plus de Français qui se retournent vers les crypto-monnaies et évidemment, les personnes peu scrupuleuses, eh bien, finissent par trouver des trucs et des astuces pour se rendre compte de qui achète des crypto-monnaies et on a affaire à une nouvelle délinquante qui est apparemment la spécificité des Mexicains. Voilà. Et je terminerai sur le thème de la crypto-monnaie en vous disant qu'il existe un ou deux pays en Amérique centrale qui utilisent évidemment la crypto-monnaie comme monnaie légale, mais les seuls pays au monde à le faire, c'est donc en Amérique centrale. Il n'y a aucun autre pays qui a légitimé pour le moment ces crypto-monnaies. Et on a essayé de légiférer et pour l'instant, eh bien, à travers le monde, seuls 38 pays ont parvenu à légiférer sur les crypto-monnaies. Donc, ça reste quand même une valeur que l'on peut investir, mais qui reste quand même sans cadre juridique et donc vous risquez eh bien, de vous tromper, de tomber dans des crypto-monnaies qui ne sont pas très légales et vous risquez tout simplement de tout perdre ou même d'être parfois poursuivi pour avoir participé à des activités frauduleuses auxquelles vous n'avez pas l'intention, vous étiez là de manière, je vais dire, légale et vous n'aviez pas de mauvaises intentions, mais vous pourriez être poursuivi et en plus, eh bien, vous risquez aussi de voir venir des visiteurs nocturnes vous fracasser la tête pour obtenir ce que vous avez acquis. Et donc, voilà, j'en ai terminé avec les bitcoins de ce début d'année 2025. Maintenant, nous allons voir le deuxième point qui nous intéresse et qui nous a fait frémir tout au long de ce début d'année. Eh bien, c'est l'économie américaine qui est de plus en plus dépendante de la Chine. Eh bien, la Chine est évidemment un des plus grands importateurs aux États-Unis, beaucoup plus que ce que les Américains importent à la Chine. Donc, les États-Unis, pour en dire clair,
a plus besoin de la Chine que la Chine des États-Unis. Et cela de manière vraiment disproportionnée. Et Trump veut, depuis son arrivée au pouvoir, que tout redevienne US, que tous les produits que les Américains achètent soient US, que les entreprises soient US et qu'on ne dépende plus principalement du principal rival, la Chine. Et pour ça, eh bien, il veut recentrer, réinstaller des entreprises qui se sont américaines, qui se sont délocalisées en Chine principalement, mais il y en a aussi dans les autres comme l'Inde, etc., et les influencer à revenir sur le territoire américain. On peut par exemple citer Nike qui est délocalisé dans les pays asiatiques et ils essaient de les faire revenir sur le territoire américain. Trump avait déjà essayé ça lors de son de sa précédente intervention au niveau du pouvoir américain, où il avait complètement raté son coup. Il avait utilisé les mesures fiscales pour influencer les entreprises américaines à réintégrer le territoire américain en faisant des amnisties et en réduisant l'impact fiscal sur les entreprises. Et ça n'avait absolument pas marché. Cette fameuse amnistie n'avait servi strictement à rien. Et cette fois-ci, elle a décidé d'utiliser un moyen plus coercitif qui touche aussi bien les entreprises que les particuliers, et c'est les fameux droits de douane. Et tout cela, eh bien, pour que tout le monde réachète US. Pour lui, les gens dépensent leur argent un peu n'importe comment et ils achètent à bon prix parce qu'ils ne savent pas acheter plus cher et donc ils achètent américain en vue de dépenser leur argent un peu n'importe comment et sans savoir si ça leur est utile ou pas et quelle que soit la qualité. Et il veut donc amener les Américains à racheter et apprendre à reconsommer intelligemment et tout cela en mettant des droits de douane et en renforçant finalement le prix d'achat qui devient de plus en plus fort et ainsi, eh bien, essayer de faire réfléchir les gens si le produit qu'ils souhaitent acheter leur est utile ou pas, en fait. Mais le but premier, c'est que les gens se tournent vers des produits américains. Il veut également que celui qui est à l'extérieur des États-Unis et qui fabrique à l'extérieur des États-Unis, eh bien, que ça lui coûte beaucoup plus cher lorsque ces produits arrivent sur le territoire américain que les produits qui sont fabriqués directement sur le territoire américain. C'est une bonne façon de faire revenir les entreprises américaines sur le territoire américain avec quelques avantages fiscaux au passage et permettre ainsi qu'ils aient un prix beaucoup plus abordable. C'est une façon d'influencer tant le consommateur que les industriels à réintégrer le territoire américain et à produire et consommer américain. Or, le problème que les États-Unis ont avec la Chine, eh bien, ce n'est pas un problème économique, mais au fond, c'est une question de puissance, de domination et que les USA ne peuvent tolérer d'aucune façon. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de la mer, de l'idéologie de Trump face au commerce de la mer. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite à ce sujet où on voyait clairement que sa politique maritime, qui ne touchait vraiment que quelques pages sur son programme, sur tout ce qu'il a proposé lors de sa candidature et qu'il va appliquer au cours de son mandat, eh bien, on se rend compte qu'au final, ça ne concernait que quelques pages et son but premier, eh bien, c'était évidemment de récupérer les pavillons américains, de favoriser le commerce américain pour mettre à mal, évidemment, les Chinois et reprendre leur domination. La démondialisation, eh bien, c'est donc quelque chose qui est politique, philosophique et avec des conséquences économiques très importantes et qui va faire très mal à l'économie et surtout à l'Europe. Il faut bien s'en rendre compte et que de toute façon, les Américains ne sont pas capables d'être autonomes en 2025 et qu'ils ne peuvent pas tout produire aux USA, fabrication US, production US, consommation US, qu'ils doivent nécessairement avoir recours à l'extérieur. Et si ce n'est pas la Chine, puisqu'ils vont vraiment faire la guerre à la Chine économiquement parlant, eh bien, il y aura un autre pays qui sera là pour combler le manque américain. Eh bien, ce sera l'Inde qui sera le prochain pays
à fournir ce dont a besoin les Américains. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'investisseurs sont très braqués sur l'Inde et considèrent que c'est le prochain pays qui va remplacer la Chine et qui sera le pays de la croissance la plus forte de ces prochaines années. Et donc, beaucoup misent beaucoup sur ce pays et pour une raison principale, eh bien, c'est que ce sera le remplaçant de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, la France, eh bien, la majorité des Français, enfin, de plus en plus de Français, on parle d'un tiers des Français d'ici 5 ans, eh bien, vont se tourner vers les crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit, parce que ben, leur pouvoir d'achat diminue et ils essayent de renflouer ben, leur portefeuille par tous les moyens. Et le moyen le plus simple et qui semble le plus facile, eh bien, c'est d'avoir un coup aux crypto-monnaies. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette constatation-là? Eh bien, c'est la précarité française. En effet, on a des chiffres, mais qui sont terrifiants en ce qui concerne la France. On parle actuellement que 25% des Français sont dans une immense précarité. Et deuxièmement, eh bien, il faut savoir que même l'État français est dans une précarité extrême, puisque ça devient finalement un pays qui a une des dettes les plus élevées d'Europe. Le taux à 5 ans en France est passé supérieur au taux à 5 ans de l'Italie. Tenez-vous bien. Et la prise de risque est également dans le même créneau, c'est que la prime de risque française est supérieure à la prime de risque italienne. Et si ce parallélisme est fait avec les taux holo à 10 ans français, et ça, c'est ce qui sera à suivre tout prochainement, eh bien, ça annoncera une crise de la dette française sans précédent. Et donc, on s'attend à une rentrée automnale très chaude, puisque en octobre, eh bien, le ministre Bayrou sera dans le cours de son mois d'octobre amené à présenter eh bien, le fameux budget de la France et qui sera très attendu et on verra ce qu'il en ressortira et donc on s'attend à ce qu'on ait un automne eh bien, qui ne soit pas très agréable pour le paysage français. Et pour terminer sur la France, eh bien, on terminera en disant que les taux d'emprunt immobilier qui avaient tendance à baisser mais qui restaient quand même supérieurs aux 3%, eh bien, on s'attend à ce qu'ils remontent fin 2025, début 2026. Pourquoi? Ben parce que la demande est en train de nouveau de rechuter et donc, c'est pas la première fois, mais bon, c'est quand même rare de se trouver dans une situation où le monde de l'immobilier reste aussi incertain et de manière aussi longue. Vous savez que le monde de l'immobilier, c'est un peu un monde comme celui de l'or. En général, on dit que quand rien ne va, eh bien, investissez dans la brique, ça rapporte toujours. Et c'est rare quand les choses se retournent. Et ici, pour une fois, eh bien, on se retrouve avec des situations où il est question de se poser au sujet du rendement que peut encore apporter d'avoir un immeuble comme rendement locatif ou comme rendement tout court. Et donc, parfois, eh bien, l'investissement en immobilier n'est plus rentable assez et on est dans cette situation où il faudra se poser les questions les prochains mois de savoir si investir dans l'immobilier est encore une source de rentabilité et s'il n'y a pas d'autres actifs qui sont beaucoup plus rentables que l'actif immobilier. Alors, on dit toujours que le milieu de l'année, c'est-à-dire en juillet et août, la période des vacances, c'est une période qui est calme dans le monde des investisseurs et dans le monde de l'économie, que tout le monde est en vacances. Et il y a un terme qu'on emploie souvent pour ceux qui sont habitués au monde des finances, c'est qu'on dit toujours eh bien, que quand l'été arrive, c'est la trêve des confiseurs. Mais je peux vous affirmer que ce n'est pas toujours le cas et qu'il faut quand même si vous partez en vacances, avoir toujours un œil sur l'actualité
et aussi sur le monde des actions, de l'or, etc., et de vos propres investissements, et toujours avoir quand même un œil sur ce qui se passe du côté financier, parce que, eh bien, il y a quand même déjà eu des crises, et ce n'est pas une fois que ça existait, mais c'est très régulier que les crises, eh bien, apparaissent souvent pendant les vacances, lorsque tout le monde a le dos tourné, se repose, a les doigts de pied en éventail sur la plage, eh bien, le monde continue de tourner sans vous, et parfois, eh bien, parfois à votre détriment, et donc il faut quand même toujours garder un œil. Et si vous voulez un exemple, eh bien, c'est que le 15 août 1971, eh bien, c'est à ce moment-là, eh bien, que ça finit la conversion du dollar et de l'or. Ça a été pendant les vacances d'été. Le 2 août 1990, eh bien, ça a été à l'époque où l'Irak a envahi le Koweït. Et on peut aussi parler de août 1993, où la parité entre le Deutschmark et le franc français a battu de l'aile. Et dans le courant de l'été 2007-2009, eh bien, débutait la fameuse crise des subprimes, et pas des moindres. Et il valait mieux être attentif à ce moment-là et pas en train de se dorer au soleil à faire la crêpe sur la plage, parce que c'était le début de la catastrophe pour beaucoup d'entre nous. Alors, si on reprend 2025, eh bien, en 2025, pour cet été, bien qu'on arrive déjà à la moitié, eh bien, on reste toujours avec notre crise ukrainienne et au Moyen-Orient avec des hauts, des bas. On dirait que la crise ukrainienne, ben, il n'y a pas pire et il n'y a pas mieux. Ça devient du stationnaire et de l'habituel. On finit par s'y habituer. Et du côté du Moyen-Orient, ben, c'est parfois plus chaud, parfois moins chaud, des trêves, des cessez-le-feu, un autre pays qui s'engage, un autre qui lance des bombes. Mais enfin, pour le moment, ça reste plus ou moins stationnaire, mais ça reste quand même à surveiller, surtout avec l'arrivée de l'hiver et de nos demandes en mazout qui va bien évidemment augmenter. Et donc, ben, si on veut bien se préparer à cet hiver, eh bien, il faut quand même garder un œil, et pour ceux aussi qui ont investi dans le pétrole. Notre été, c'est évidemment très chaud, parce que si vous n'avez pas suivi, ben, les droits de douane, ça continue, et on passe de saga en saga. C'est un petit peu les feuilletons américains. On réaugmente encore les taux, on augmente de 10, on diminue, puis on réaugmente, et donc on finit par ne plus savoir à combien on augmente, mais ça continue, et récemment, il y a eu encore des modifications sur les taux des droits de douane, surtout avec les pays européens, où on ne parvient toujours pas à faire une bonne contrepartie contre les Américains. Enfin, ben, il reste toujours les emprunts d'État avec les besoins de refinancement des États, principalement des États américains et sur le continent européen, français et belge, où on n'est pas en meilleure posture non plus. On est dans les 4 pays les plus endettés d'Europe également, pour la Belgique au passage. Et enfin, je terminerai en disant qu'on s'attend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce que la France, eh bien, doivent préparer son budget 2026, et dès la fin de ce mois d'août, eh bien, ça va devenir difficile, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on s'attend à ce que Bayrou doive faire la présentation de son budget dès le mois d'octobre, et ça va être très attendu. On espère évidemment qu'il ne va pas avoir de décotation encore au niveau des investisseurs comme Moody's, etc., et on espère que quand même ils vont trouver des solutions, parce que jusqu'à présent, bien, la France ne fait pas grand-chose pour remédier à la situation. Alors, côté américain, eh bien, on retiendra que le PIB a diminué de 0,5%. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose. On ne peut pas encore considérer ça comme une récession, puisque au niveau économique, eh bien, la règle veut qu'il faut 3 PIB négatifs pour être considéré comme récession, mais à l'ancien système, dans les anciennes écoles, ben, dès que ça devenait négatif, c'était une récession. Donc, bon, on va dire que c'est une petite récession. Et c'est lié tout cela, la cause première, à l'augmentation des importations. Ben, pourquoi? Parce que les entreprises américaines ont acheté des quantités pour avoir du surstock, pour éviter de devoir acheter après, lorsque les droits de douane seraient effectifs. Mais bon, on a beau acheter, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et donc à un moment donné, les surstocks vont s'effondrer, vont diminuer, et il faudrait quand même qu'ils rachètent. Mais on a toujours envie d'acheter, d'avoir du stock.
lorsque de telles situations se produisent. Et c'est pour cette raison eh bien, que le PIB a diminué de 0,5%. Mais il faut dire que pour l'Amérique, ça reste évidemment supportable et viable et que ça ne met absolument pas en danger l'économie américaine. Alors, pour revenir sur nos métaux précieux, pour terminer, pour faire l'éventail et un rapide aperçu de ce qui s'est passé pour le mois de juillet pour nos amis qui sont en vacances et qui rentrent, ou ceux qui sont en vacances et qui prennent rapidement des nouvelles par le biais de ma chaîne, eh bien, je vous dirais que depuis le début juillet, en début juillet, eh bien, l'or, eh bien, il a démarré son début juillet avec une montée de 2% pour se tenir à 3 355 $ l'once. Et cela est dû à un dollar qui est faible, à des droits de douane où on ne sait plus à quel sens se vouer, un jour ça monte, un jour ça descend, on remène une surtaxe et puis le lendemain c'est une surtaxe et puis on l'artille, on ne sait plus à quel sens se vouer, c'est vraiment le mot, et une situation de la dette américaine qui reste catastrophique et qui ne cesse d'augmenter malgré les tentatives que Trump met en place avec différentes mesures pour essayer de contrecarrer. Et du coup, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, le moindre argent qu'ils ont, ils le mettent dans des valeurs refuges, dont principalement de l'or. Il faut aussi noter au passage que le dollar n'a jamais été aussi bas et qu'il a atteint en ce début juillet 2025 quasiment son niveau le plus bas depuis 2022. En ce qui concerne l'argent, eh bien l'argent a augmenté également à même proportion que l'or de 2% pour se situer actuellement à 37 $ l'once, et il s'est retrouvé le 11 juillet à 38,50 $ l'once, c'est-à-dire le plus haut depuis 15 ans. Pour le platine, eh bien celui-ci a augmenté de plus de 3%, presque il a frisé les 4%, pour se situer à 1,68 $ l'once. Alors, je terminerai en vous disant que on a créé une toute nouvelle pièce, tout à fait exceptionnelle, réalisée par les Suisses et qui est une pièce en argent luminescente. C'est la première fois que c'est réalisé. Donc, quand vous la mettez dans le noir, elle s'illumine. Elle est donc en argent. Elle est fabriquée par la Suisse et tout ça en hommage à la durabilité. Et la pièce est dédiée à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Et donc, je vous mets une image ci-jointe de cette première pièce à caractère luminescent, de quoi raviver peut-être certains collectionneurs puisqu'elle est fabriquée à 2500, je pense, exemplaires, et donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc, si vous aimez les exceptions et l'unicité, eh bien, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion d'acheter cette fameuse pièce en argent luminescente, Et la dernière nouvelle de ce mois de juillet, eh bien, sera que Trump a décidé, et ça a surpris tout le monde sur le marché, d'imposer des droits de douane sur l'importation du cuivre à une hauteur de 50%, et cela dès le 1er août, et donc ça aura aussi des répercussions sur le cuivre, et là-dessus, eh bien, personne ne s'y attendait. En ce qui concerne les métaux précieux, eh bien, pour l'instant, il n'y a aucun droit de douane qui existe sur ce type de matière. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de vacances, puisque nous nous trouvons aujourd'hui le 5 août, et j'aurai le plaisir de vous retrouver encore une fois, je l'espère, dans le courant du mois d'août. C'est vrai que cette vidéo est plutôt récapitulative et essaye quand même de vous redonner les éléments importants et les principales informations, mais il n'y a rien de vraiment précis et d'exceptionnel pour l'instant, et donc j'ai joué un peu la carte de la rétrospective et aussi des nouveautés au niveau des investissements avec cette fameuse pièce luminescente, et aussi bien de vous annoncer ce nouveau droit de douane tout à fait sorti de nulle part du chapeau de Trump, qui est des droits de douane sur maintenant bien le cuivre. Voilà, je vous dis à bientôt, profitez bien de votre dernière semaine de vacances et à la prochaine.